Un millionnaire a humilié une famille pauvre dans un hôtel de luxe devant tout le monde. Ce que la femme de ménage a fait a laissé tout le monde sous le choc. Le Grand Étoile brille de tout son éclat, un palais moderne érigé au cœur de Paris, où le luxe semble imprégner chaque détail, des lustres en cristal au marbre impeccable des couloirs. Le nom Grand Étoile n'est pas un simple choix, c'est une promesse d'exclusivité, un lieu où seuls les plus riches et influents sont admis. Jean-Luc Moreau, un homme d'âge moyen aux cheveux grisonnants parfaitement coiffés, est l'incarnation du succès. Sa présence impose le respect et, pour beaucoup, la crainte. D'un simple geste, il fait courir les employés de l'hôtel à son service comme s'ils étaient de simples pions sur l'échiquier qu'il contrôle. Jean-Luc est le genre d'homme qui n'accumule pas seulement de la richesse, mais aussi du pouvoir, nourrissant son âme du plaisir de soumettre ceux qui osent croiser son chemin. En entrant dans le restaurant de l'hôtel, sa simple présence modifie l'atmosphère. Les clients ajustent leur posture, les serveurs redoublent d'attention, et même le chef jette un coup d'œil depuis la cuisine pour s'assurer que tout est en parfait ordre. Jean-Luc s'installe à sa table habituelle, un coin privilégié d'où il peut observer tout et tout le monde. En savourant son vin, Jean-Luc remarque l'entrée d'une famille qui ne semble clairement pas à sa place dans l'ambiance de sophistication du Grand Étoile. La famille Dubois, composée d'un couple d'âge moyen et d'une petite fille d'environ 8 ans, entre dans le restaurant avec un mélange d'admiration et de nervosité. Ils sont habillés modestement, mais avec soin, essayant de s'adapter à l'endroit qu'ils avaient tant rêvé de visiter. Marie Dubois, la mère, tient fermement la main de Camille, tandis que Jacques, le père, s'efforce de paraître confiant. La petite Camille, les yeux brillants et le sourire timide, ne peut contenir son émotion d'être dans un lieu aussi grandiose pour célébrer son anniversaire. Ils ont économisé pendant des mois, renonçant à de petits plaisirs pour offrir à leur fille un moment inoubliable. Cependant, ce qui devrait être un jour de bonheur commence à se transformer en cauchemar sous le regard froid et calculateur de Jean-Luc. Il ne supporte pas l'idée que des personnes d'origine aussi modeste partagent le même espace que lui, ce qu'il considère comme une atteinte à l'ordre naturel des choses. Son esprit commence à envisager des moyens de les humilier, de leur faire comprendre qu'ils n'appartiennent pas à son monde. « Garçon !» appelle Jean-Luc d'un ton qui ne souffre aucune attente. Lorsque le jeune serveur s'approche, il lui murmure quelque chose à l'oreille, avec un léger sourire au coin des lèvres. De l'autre côté de la salle, les Dubois sont enchantés par le menu, essayant de déchiffrer les noms des plats français, sans savoir que le repas qu'ils imaginaient être une célébration est sur le point de devenir un défi amer. Jean-Luc, observant chaque mouvement, savoure le moment d'anticipation. Il sait que son action sera subtile, mais dévastatrice. L'atmosphère dans le restaurant commence à devenir tendue, avec Jean-Luc fixant les Dubois, tel un prédateur ayant déjà choisi sa proie. Le cadre raffiné du restaurant du Grand Étoile contraste avec la simplicité de la famille Dubois. Assis à leur table, ils examinent le menu avec soin, impatients de faire le bon choix pour cette occasion spéciale. Camille, avec ses grands yeux marrons, regarde autour d'elle, enchantée par la grandeur du lieu. Mais ce qui devrait être un moment de joie commence à s'effondrer sous le regard froid et calculé de Jean-Luc Moreau. De sa table privilégiée, Jean-Luc observe chaque mouvement des Dubois avec mépris. Il se penche légèrement, faisant un signe discret au serveur qui s'occupe de sa table. Avec un sourire malicieux, il lui murmure quelque chose à l'oreille. Le serveur hésite un instant, visiblement mal à l'aise. Mais l'autorité de Jean-Luc est incontestable. Obéissant, il se dirige vers la table des Dubois. « Monsieur ?» commence le serveur avec une légère révérence. « Nous avons quelques plats plus abordables qui pourraient peut-être vous intéresser. » Jacques Dubois, ne comprenant pas l'insinuation, répond avec politesse. « Nous vous remercions de la suggestion, mais nous aimerions essayer quelque chose de spécial pour fêter l'anniversaire de notre fille. » La réponse polie mais ferme de Jacques semble encore plus irriter Jean-Luc, qui décide de élever la humiliation à un niveau supérieur. Il se lève, attirant les regards curieux des autres clients, et marche lentement vers la table des Dubois. La salle, auparavant pleine de conversations et de rires discrets, plonge maintenant dans un silence tendu. « Oh, c'est inadmissible !» dit Jean-Luc d'une voix forte, pour que tout le monde dans le restaurant puisse entendre, que des personnes qui manifestement n'ont pas les moyens d'être ici occupent une place qui devrait être réservée à ceux qui appartiennent vraiment à cet environnement. Les yeux de Jacques se durcissent, mais avant qu'il ne puisse répondre, Marie lui serre la main sous la table, lui demandant silencieusement de ne pas réagir. Camille, jusque-là enchantée par tout ce qui l'entoure, sent une vague de malaise envahir son petit corps. Elle regarde sa mère,
cherchant une sécurité. Mais la tristesse sur le visage de Marie ne fait que la rendre plus confuse. Jean-Luc, sentant le contrôle absolu de la situation, se tourne vers les autres clients. « Il n'est pas juste que nous soyons forcés de partager notre espace avec des personnes qui n'ont pas la moindre idée de ce qu'est la vraie classe. » L'humiliation publique atteint son paroxysme lorsque Jean-Luc, avec un sourire de satisfaction, observe Camille. La petite, qui jusque-là essayait de se comporter comme une grande fille, ne peut plus retenir ses larmes. Le visage de Camille se tord en une expression de douleur et de honte, et les larmes commencent à couler sur ses joues. Le malaise se propage parmi les autres clients. Certains baissent les yeux, incapables de faire face à la scène, tandis que d'autres observent en silence, craignant la réprimande de Jean-Luc s'il montre la moindre compassion. Un jeune serveur, ne pouvant plus supporter la cruauté de la situation, fait un pas en avant, mais est rapidement retenu par un regard sévère du maître d'hôtel. L'autorité de Jean-Luc est presque absolue dans cet environnement, et personne n'ose le confronter. Jean-Luc, satisfait du spectacle qu'il a créé, retourne à sa table, laissant les Dubois dévastés et l'atmosphère du restaurant chargée de tension et de honte. Camille sanglote doucement, tandis que Jacques et Marie tentent en vain de la consoler. Ce qui devait être un jour inoubliable se transforme en un cauchemar qui marquera à jamais la petite fille et sa famille. Sophie Dupont, une femme d'environ 40 ans, travaille en silence à l'hôtel Grand Étoile. Elle porte l'uniforme simple de femme de ménage, mais ses yeux reflètent une sagesse et une détermination que peu de gens remarquent. Sophie est une figure presque invisible dans ce cadre de luxe, une personne qui se déplace dans l'ombre des couloirs et des salons, nettoyant ce qui doit être nettoyé, écoutant ce qui ne devrait pas être entendu et voyant ce que beaucoup essaient de cacher. Pendant qu'elle nettoie discrètement le sol en marbre du restaurant, ses yeux captent chaque détail de l'humiliation infligée à la famille Dubois. À chaque mot cruel de Jean-Luc, Sophie sent une révolte grandir en elle. Elle connaissait bien le genre d'homme qu'il était. Depuis des années, Jean-Luc se pavanait dans l'hôtel comme s'il en était le propriétaire, utilisant son influence et sa richesse pour manipuler et subjuguer ceux qu'il considérait comme inférieurs. Et elle, invisible à son poste, savait plus de choses sur lui qu'il ne pourrait l'imaginer. Sophie n'était pas seulement une femme de ménage. Elle était une femme qui, au fil des années, avait appris à survivre dans un monde qui la mettait constamment à l'épreuve. Veuve et mère de 2 enfants, elle luttait pour subvenir aux besoins de sa famille après que son mari, un ouvrier, soit mort dans un accident de travail négligé par les patrons. La vie l'avait endurcie, mais l'avait aussi rendue plus empathique face aux injustices qu'elle voyait. Et cette nuit-là, en voyant la petite Camille pleurer, quelque chose en elle se brisa. Se penchant pour ramasser un verre brisé, Sophie se remémore les documents qu'elle a soigneusement cachés dans son armoire au sous-sol de l'hôtel. Pendant des années, elle avait collecté des preuves des actions corrompues de Jean-Luc et d'autres clients puissants qui passaient par le Grand Étoile. Factures falsifiées, transactions suspectes, conversations chuchotées qu'elle avait enregistrées mentalement en nettoyant des bureaux et des salles de réunion. Sophie avait toujours attendu le bon moment pour agir. Et maintenant, voyant la douleur dans les yeux de Camille, elle savait qu'elle ne pouvait plus attendre. « Ça suffit », murmure-t-elle pour elle-même, la détermination se lisant sur son visage. Hélène n'était pas une héroïne, mais Hélène n'était pas non plus une lâche. L'injustice subie par les Dubois ne serait plus une scène oubliée dans la mémoire d'un hôtel qui préférait ignorer ses propres démons. Sophie continue son travail, mais avec un plan qui prend forme dans son esprit. Elle savait que s'en prendre à Jean-Luc serait risqué, mais elle n'avait plus peur. Elle savait que le moment de révéler la vérité était venu et qu'elle devait, d'une manière ou d'une autre, protéger la dignité de la famille Dubois. « Je dois parler à quelqu'un », pensa Sophie, mais pas aux gestionnaires ou employés de l'hôtel qui étaient sous l'influence de Jean-Luc. Elle savait qu'elle aurait besoin d'une aide extérieure, quelqu'un qui serait prêt à affronter un homme puissant comme lui. Lorsque le quart de nuit se termine enfin, Sophie se dirige vers la petite chambre qu'elle occupe au sous-sol de l'hôtel, loin des regards de tous. Avec des mains tremblantes, elle ouvre l'armoire et sort une boîte en carton usée par le temps. À l'intérieur, des documents, des photos et des enregistrements sont conservés. En passant ses doigts sur ces papiers, Sophie sait qu'elle tient quelque chose qui pourrait détruire Jean-Luc Moreau. Prenant une profonde inspiration, elle prend une décision. Demain serait le jour où elle commencerait à tout révéler. Mais d'abord, elle devait s'assurer que la famille Dubois quitte l'hôtel avec sa dignité intacte. Sophie savait que Jean-Luc ne laisserait pas les choses en mêler état. Il devait toujours avoir le dernier mot et elle ne permettrait pas qu'il ait cette satisfaction. Tandis que la nuit avance, Sophie commence à planifier ses prochains mouvements.
Elle ne pourrait pas vaincre Jean-Luc seul, mais elle savait qu'il existait un réseau de personnes qui, comme elle, en avaient assez d'être opprimées. Elle devait simplement trouver la bonne manière d'unir ces voix. La première lumière du matin commence déjà à envahir le ciel de Paris lorsque Sophie éteint enfin les lumières de sa chambre, le cœur battant à tout rompre dans l'attente de ce qui allait se passer. Demain, le jeu commencerait à changer. Le restaurant du Grand Étoile est toujours enveloppé dans une atmosphère lourde, avec les clients reprenant leur conversation à voix basse, comme s'ils essayaient d'effacer de leur mémoire la scène gênante qui venait de se dérouler. Les Dubois, encore visiblement secoués, s'efforcent de garder leur contenance, mais l'impact des mots cruels de Jean-Luc est évident. Camille, les yeux gonflés d'avoir trop pleuré, serre la main de sa mère, cherchant du réconfort. C'est à ce moment que Sophie, avec sa posture calme et déterminée, entre de nouveau en scène. Tenant un chiffon humide, elle s'approche de la table des Dubois avec des pas assurés, mais en même temps prudents, comme si elle essayait de ne pas les effrayer plus qu'ils ne l'étaient déjà. La présence de Sophie est un petit geste de solidarité, mais chargé d'une intention beaucoup plus grande. « Excusez-moi, monsieur, madame », dit Sophie d'une voix douce, s'inclinant légèrement tout en commençant à nettoyer la table avec soin, comme si elle voulait apaiser la douleur et la honte qui pèsent sur la famille. Jean-Luc, qui observe tout de sa table, ne perd pas de temps pour transformer la situation en une nouvelle opportunité d'exercer sa cruauté. Avec un sourire venimeux, il élève la voix pour s'assurer que tout le monde puisse l'entendre. « Ah, Sophie, toujours si dévouée, dit-il, feignant la gentillesse. Peut-être pourriez-vous apprendre à nos amis ici comment nettoyer une table correctement, puisqu'ils semblent plus habitués à cela qu'aux couverts en argent. » Quelques clients plus proches laissent échapper des rires contenus, tandis que d'autres détournent le regard, mal à l'aise mais sans courage de se manifester. L'humiliation en public est un outil que Jean-Luc maîtrise avec brio, et il savoure chaque instant. Mais Sophie, contrairement à ce que Jean-Luc attend, ne recule pas. Elle garde son calme, lève les yeux et fixe Jean-Luc directement, chose que peu osent faire. En elle, le courage qu'elle accumulait depuis des années se transforme en une force inébranlable. « Merci, monsieur Jean-Luc », répond-elle, sa voix ferme, mais sans perdre sa gentillesse. Mais je crois que le véritable nettoyage à faire ici va bien au-delà d'une simple table. Le salon se tait à nouveau. Les paroles de Sophie sont simples, mais chargées d'une signification profonde, et Jean-Luc sent le coup. Il fronce les sourcils, irrité de ne pas avoir réussi à la démoraliser aussi facilement. Sans attendre une réponse de Jean-Luc, Sophie tourne son attention vers les Dubois, essayant de leur transmettre une sensation de confort et de sécurité. « Ne vous inquiétez pas », dit-elle à voix basse, mais suffisamment fort pour que la famille entende. « Vous avez tout à fait le droit d'être ici. Ne laissez personne vous dire le contraire. » Jacques regarde Sophie avec gratitude, tandis que Marie tient la main de sa fille, essayant de la calmer. Le courage de Sophie semble donner aux Dubois une nouvelle force, même si momentanée. Mais Sophie sait que ces mots doivent être plus qu'un simple réconfort temporaire. Elle doit agir. Toujours tenant le chiffon, Sophie fait une pause. Elle sait qu'elle est sur le point de franchir une ligne qui pourrait tout changer, mais elle ne peut plus reculer. D'un mouvement décidé, elle se tourne vers Jean-Luc, sa voix maintenant ferme et projetée pour que tous puissent l'entendre. « Monsieur Jean-Luc », commence Sophie, avec un ton qui mélange détermination et défi. « Peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a des secrets dans cet hôtel que tout le monde préfère ignorer. Des secrets qui concernent votre vraie nature et ce qui se passe réellement quand personne ne regarde. » Les clients aux alentours commencent à chuchoter, curieux et choqués. Jean-Luc devient visiblement mal à l'aise, mais tente de garder son calme. « Que sous-entendez-vous, Sophie ?» répond-il, essayant de l'intimider avec son regard froid. « Je dis, » continue Sophie, sans se laisser ébranler, « qu'il y a des choses sur vous qui doivent être révélées. Des choses que le Grand Étoile et ses clients doivent savoir. » La tension dans l'air devient palpable. Tous les regards sont maintenant fixés sur Sophie et Jean-Luc, tandis que l'atmosphère d'attente grandit. Sophie sait qu'à partir de ce moment, il n'y a plus de retour en arrière. Elle a fait le premier pas pour dévoiler la vérité. Et maintenant, le pouvoir commence à changer de main. Jean-Luc, réalisant que Sophie ne plaisante pas, ressent une vague d'inquiétude, mais dissimule avec un sourire cynique. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, Sophie. »« Ah, monsieur, je sais exactement à qui j'ai affaire, » répond Sophie, avec une sérénité qui désarme Jean-Luc. « Et c'est précisément pour cela que je ne peux plus me taire. » Les chuchotements s'intensifient parmi les clients. Le courage de Sophie est contagieux et pour la première fois, Jean-Luc sent qu'il pourrait perdre le contrôle de la situation.
Mais ce n'est pas un homme qui abandonne facilement, et la bataille entre eux ne fait que commencer. Le restaurant Grande Étoile est dans un silence complet, une tension palpable remplissant l'espace entre les tables élégamment disposées. Tous les yeux sont fixés sur Sophie, qui, sans hésiter, tient son téléphone portable dans une main tandis que l'autre bras pend le long de son corps, comme si elle portait le poids d'années de secrets et d'injustice. Jean-Luc Moreau, qui rayonnait de pouvoir et d'arrogance quelques instants auparavant, se retrouve maintenant dans une situation qu'il n'avait jamais imaginée, au bord du précipice, prêt à tomber. Avec un regard ferme et déterminé, Sophie appuie sur le bouton de lecture de son téléphone et le restaurant est envahi par le son d'un enregistrement. La voix de Jean-Luc, inimitable et pleine de présomption, résonne contre les murs du salon, exposant des conversations qu'il croyait perdues dans le temps, protégées par l'impunité qui l'avait toujours entouré. « Ces politiciens sont si faciles à acheter, je n'ai même pas besoin de faire d'efforts », résonne la voix de Jean-Luc avec un ton de mépris. « Il suffit d'un dîner coûteux et ils signent n'importe quoi. Que serait ma fortune sans quelques pots de vin bien placés? Et ces inspections, toutes réglées avec une simple contribution. Ils me doivent bien plus qu'ils ne le réalisent. » L'enregistrement continue, révélant des détails de transactions corrompues, de manipulation de marchés publics et de stratagèmes pour détourner l'argent des travaux publics. Chaque mot prononcé est un coup direct à sa réputation, une preuve irréfutable que l'homme que tous voyaient là comme puissant et intouchable ne était rien de plus qu'un criminel. Les clients, qui étaient jusque-là restés silencieux, commencent à chuchoter entre eux. Le choc et l'incrédulité sur leur visage montrent que le masque de Jean-Luc est enfin en train de tomber. Parmi les présents, quelques journalistes, qui étaient à l'hôtel pour couvrir un événement caritatif organisé par l'un des plus grands magnates de Paris, sont stupéfaits par ce retournement de situation inattendu. Les caméras et les enregistreurs commencent à fonctionner, documentant chaque seconde de cette révélation fracassante. Jean-Luc, qui jusqu'alors restait debout, se sentant en contrôle, est maintenant pâle, sa confiance s'effondrant. Il essaie d'intervenir, mais les mots ne sortent tout simplement pas. Que pourrait-il dire pour se défendre devant une preuve aussi concrète? Ce qui était auparavant un simple acte de mépris et de pouvoir s'est transformé en un cauchemar public. C'est un montage, parvient enfin à articuler Jean-Luc, sa voix tremblante, mais le mensonge est évident pour tous. Il regarde autour de lui cherchant du soutien, mais il n'y a personne qui ose intervenir pour lui maintenant. La vérité est là, exposée, et ne peut plus être ignorée. Sophie, sans se laisser ébranler, laisse l'audio continuer, révélant davantage de détails sur les transactions illégales de Jean-Luc. Chaque mot est comme un marteau frappant la réputation qu'il a construite aux dépens des autres. Jean-Luc recule, ses mains tremblant alors qu'il tente de cacher la peur dans ses yeux. Le salon, autrefois rempli de luxe et de sophistication, devient maintenant un tribunal improvisé où Jean-Luc est l'accusé. Le silence n'est interrompu que par les chuchotements d'incrédulité et par les caméras qui enregistrent tout. La vérité, longtemps cachée dans l'ombre, brille maintenant à la lumière du jour, exposant la corruption que Jean-Luc s'efforçait tant de cacher. Marie Dubois, tenant encore la main de Camille, observe la scène avec un mélange de choc et de soulagement. Jacques, à ses côtés, fixe Sophie. Réalisant que la femme simple qu'il considérait autrefois comme une employée de l'hôtel est en réalité une figure de courage, prête à tout risquer pour dévoiler la vérité. Avec l'enregistrement toujours en cours, Sophie finit par arrêter l'audio, laissant le silence remplir l'espace. Elle range son téléphone dans sa poche et regarde directement Jean-Luc sans détourner le regard. « Le temps de votre domination est terminé, Jean-Luc, » dit Sophie, sa voix empreinte de fermeté. « La vérité trouve toujours un moyen de émerger, et maintenant, tout le monde sait qui vous êtes vraiment. » Jean-Luc, maintenant vaincu, ne peut plus maintenir son air de supériorité. Il se tourne, cherchant une issue, mais les journalistes l'entourent déjà, microphone et caméra pointés vers lui, avides de capter le moindre mot, la moindre réaction. L'atmosphère au restaurant a changé de manière radicale, et ce qui était autrefois un décor d'opulence est désormais le théâtre d'une chute dramatique. Sophie a fait le premier pas pour exposer Jean-Luc, mais elle sait que ce n'est que le début. Le chemin vers la justice sera long, mais elle n'est plus seule. Le Grande Étoile, autrefois un sanctuaire de luxe et d'exclusivité, devient une tempête de émotions, alors que la révélation de Sophie se répand comme une traînée de poudre dans le restaurant. L'indignation grandit parmi les clients, dont beaucoup se lèvent de leur table, murmurant entre eux sur la gravité des accusations contre Jean-Luc Moreau. La sensation de choc qui a initialement envahi l'atmosphère laisse maintenant place à une vague croissante de réprobation.
Les reporters présents, qui étaient là pour couvrir un événement caritatif, voient l'opportunité de leur vie. Les caméras et les enregistreurs sont positionnés pour capturer chaque détail, tandis que les journalistes prennent des notes frénétiques, conscients qu'ils s'apprêtent à relater l'une des plus grandes chutes de la haute société parisienne. Les questions fusent en direction de Jean-Luc, qui tente encore de maintenir une façade de contrôle. Mais l'insécurité est évidente dans ses yeux. « Sophie, pourquoi avez-vous décidé de parler maintenant ?» demande un journaliste, dirigeant le micro vers la femme de ménage, qui jusque-là était restée silencieuse sur sa décision. Sophie, gardant son calme, répond avec fermeté « J'ai attendu le bon moment. Quand j'ai vu la famille Dubois se faire humilier par Jean-Luc, j'ai réalisé que je ne pouvais plus attendre. Quelqu'un devait révéler la vérité, et j'y étais prête à prendre le risque. » Les mots de Sophie sont accueillis par des murmures d'approbation de la part de certains clients qui se rapprochent d'elle, offrant leur soutien. « Tu as bien fait, Sophie », dit une femme en lui serrant la main. « Cet homme mérite tout ce qui lui arrive. » D'autres clients, qui riaient quelques instants plus tôt des plaisanteries cruelles de Jean-Luc, tentent maintenant de se distancer de lui, comme si le simple fait d'être à ses côtés pouvait ternir leur propre réputation. Un couple paie discrètement l'addition et sort, évitant tout contact visuel avec Jean-Luc, qui reste figé, son esprit cherchant frénétiquement une issue à cette situation. Cependant, pour chaque client qui soutient Sophie, il y en a d'autres qui restent silencieux, craignant les répercussions de prendre parti contre un homme aussi puissant. La peur de ce que Jean-Luc pourrait encore faire les maintient silencieux, mais l'inconfort est palpable. La division parmi le public est évidente, mais le soutien à Sophie grandit de minute en minute. Le propriétaire de l'hôtel, M. Armand Lemoine, observe toute la scène depuis une table dans le coin du restaurant. Homme d'affaires avisé et toujours soucieux de l'image du Grand Étoile, il comprend que l'alliance avec Jean-Luc Moreau pourrait coûter trop cher. Son regard, autrefois complaisant, est désormais empli de doutes et de préoccupations. Il sait que, s'il n'agit pas rapidement, le scandale pourrait entraîner le nom de l'hôtel dans la boue, tout comme celui de Jean-Luc. Se levant lentement, le moine se rapproche de Jean-Luc, qui tente encore de garder son calme. « Jean-Luc, » commence le moine, d'un ton mêlant déception et pragmatisme, « il faut que nous parlions de ce qui vient de se passer. L'image de l'hôtel est en jeu, et je ne peux pas laisser cela continuer. » Jean-Luc, sentant la tension monter, essaie de sauver ce qui reste de sa position. « Armand, tout cela est une mise en scène, un piège pour me détruire. Tu ne peux pas croire à ce théâtre de pacotille. » Mais le moine, fort de ses années d'expérience dans le monde des affaires, sait quand une situation devient intenable. « Quoi qu'il en soit, Jean-Luc, il faut régler cela discrètement. Nous ne pouvons pas laisser cette affaire prendre plus d'ampleur. » Jean-Luc, dans une dernière tentative désespérée, se tourne vers les journalistes. Ces accusations sont sans fondement. Cette femme, il désigne Sophie, ment. Elle vous manipule tous. C'est une attaque personnelle contre moi. Mais ces mots tombent dans l'oreille d'un sourd. L'enregistrement, les preuves, sont indéniables. Le public a déjà tranché et la carrière et la réputation de Jean-Luc sont en ruine, visiblement affectés par le poids des preuves et la pression de l'opinion publique. Sophie, voyant Jean-Luc perdre le contrôle de la situation, ressent un mélange de soulagement et de prudence. Elle sait que, même avec cette exposition, Jean-Luc pourrait encore essayer de se venger en utilisant les quelques ressources qui lui restent. Mais à cet instant, en voyant le soutien de certains clients et l'attention des journalistes, elle prend conscience que la vérité a enfin éclaté et que Jean-Luc paie le prix de ses crimes. L'atmosphère dans le restaurant est chargée d'anticipation. Tous attendent les prochains gestes de Jean-Luc, qui, pour la première fois, semble réaliser que son pouvoir et son influence ne suffiront pas à le sauver. Il croit encore pouvoir se sortir de cette situation, mais l'éclat de confiance dans ses yeux commence à s'éteindre, remplacé par une peur grandissante. Le Grand Étoile ne sera plus jamais le même, et Jean-Luc Moreau, autrefois intouchable, fait désormais face aux conséquences de ses actes dans une chute publique dévastatrice. L'ambiance au restaurant Grand Étoile est lourde de tension, tandis que Jean-Luc Moreau tente désespérément de reprendre la situation en main. La révélation faite par Sophie a profondément ébranlé sa confiance, mais il n'est pas un homme habitué à perdre. L'attitude arrogante qu'il a toujours définie se transforme désormais en une tentative désespérée de reprendre le contrôle. Il s'approche de Sophie, le regard chargé de colère et de désespoir. La distance entre eux se réduit, et Jean-Luc, dans un dernier acte d'intimidation, murmure avec du venin dans chaque mot « Tu penses pouvoir me détruire avec ces mensonges ? Je vais ruiner ta vie.
Je vais te poursuivre en justice pour diffamation, pour vol d'informations, pour n'importe quoi qui me passe par la tête. Toi et ta famille allez payer cher pour ça. » Sophie, cependant, reste inébranlable. Des années de lutte et de souffrance l'ont endurcie, et maintenant, face à la menace de Jean-Luc, elle se sent plus déterminée que jamais. Son regard croise le sien et elle répond. Sa voix ferme et contrôlée, pleine d'une conviction qui la surprend elle-même. « Jean-Luc » commence-t-elle, sa voix calme mais implacable. « Tu ne comprends pas que ton temps est révolu ? Les enregistrements que tu as entendus ici ne sont pas les seules preuves que j'ai contre toi. Elles ont déjà été envoyées à plusieurs agences de presse et aux autorités compétentes. Même si quelque chose m'arrivait, ta chute est inévitable. » Le visage de Jean-Luc pâlit à mesure que les mots de Sophie pénètrent son esprit. La panique commence à s'installer, remplaçant la confiance qui l'habitait autrefois. Il réalise, avec une clarté croissante, qu'il est acculé. Toutes les issues semblent se refermer, et la réalité de sa situation le frappe enfin. L'arrogance qui le caractérisait se transforme en désespoir. Il se tourne, cherchant du soutien parmi les clients et le personnel du restaurant, espérant trouver un allié prêt à le défendre. « Vous me connaissez tous !» supplie-t-il, sa voix perdant de sa force. « Vous savez que tout cela est une farce ? Et j'ai toujours été un pilier de cette communauté, j'ai toujours aidé ceux qui en avaient de besoin. » Mais son appel tombe dans l'oreille d'un sourd. Les visages qui autrefois le vénéraient se détournent maintenant de lui, remplis de dégoût et de peur. Personne ne veut être associé à lui, et le vide autour de lui devient de plus en plus évident. Les clients qui riaient auparavant de ses blagues et le flattaient évitent désormais son regard, s'éloignant de lui comme s'il était porteur d'une maladie contagieuse. Même les employés, qui s'inclinaient toujours à ses volontés, regardent maintenant le sol, honteux d'avoir été ses complices involontaires pendant si longtemps. Jean-Luc tente désespérément de capter le regard de l'un d'entre eux, mais il s'éloigne, comme des ombres disparaissant dans l'obscurité. Sophie, voyant Jean-Luc perdre complètement le contrôle, ressent un mélange de triomphe et de pitié. Elle savait qu'il n'était pas invincible, mais le voir maintenant, réduit à un homme désespéré et impuissant, ne fait que confirmer que le pouvoir qu'il chérissait tant n'était, en fin de compte, qu'une illusion fragile. « Tu es seul, Jean-Luc, » dit Sophie, ses mots tranchant l'air comme une lame acérée. « Ton pouvoir ne signifie plus rien. Les gens ont vu ton vrai visage, et maintenant tu vas affronter les conséquences. » Jean-Luc, se sentant vaincu, tente de balbutier quelques mots de plus, mais ils se perdent dans le chaos de son esprit. La salle du restaurant, autrefois un lieu où il dictait les règles, est maintenant devenue son tribunal, où tous le condamnent de leurs regards silencieux. Alors que la panique s'empare de lui, Jean-Luc comprend enfin qu'il n'y a pas de échappatoire. La marée a tourné, et l'homme qui se croyait autrefois intouchable est maintenant au bord du gouffre, sans personne pour le retenir. Sophie, sentant que le pire est passé, s'éloigne de Jean-Luc, le laissant à son tourment. Elle savait que sa lutte était loin d'être terminée, mais à cet instant, elle avait fait un pas décisif pour s'assurer que justice soit enfin rendue. Le Grand Étoile est désormais le témoin de la chute d'un empire bâti sur des mensonges, de la corruption et de l'abus de pouvoir. Et Jean-Luc Moreau, avec le masque de son arrogance enfin brisé, est seul pour affronter les conséquences de ses actes. Le soleil commence à se lever sur Paris, mais la lumière dorée du matin ne procure pas le soulagement habituel. Au Grand Étoile, le temps semble s'être arrêté, et l'hôtel, autrefois symbole de grandeur, est maintenant témoin de la chute brutale de l'un de ses plus grands habitués. Les portes du restaurant s'ouvrent en fracas, et une équipe d'autorités entre, apportant avec elle une aura de gravité qui pousse tous ceux qui se trouvent là à retenir leur souffle. Les agents se déplacent avec détermination, comme s'ils savaient exactement ce qu'ils allaient là faire. Jean-Luc Moreau, qui dominait autrefois chaque espace qu'il occupait, est maintenant acculé. Ses yeux, autrefois remplis d'arrogance, révèlent un homme désespéré. Les journalistes encore présents captent chaque mouvement, chaque expression, tandis que les flashs des caméras illuminent le visage pâle de Jean-Luc. La nouvelle de sa chute a déjà commencé à se répandre, et Paris, connu pour ses intrigues et ses secrets, bouillonne à l'annonce qu'un de ses plus illustres entrepreneurs est sur le point d'être démasqué. À l'extérieur de l'hôtel, les sirènes des voitures de police emplissent l'air et une foule commence à se former. Curieux et journalistes se pressent pour assister au dénouement d'un drame qui semblait impossible il y a encore quelques heures. L'image de Jean-Luc Moreau, l'homme intouchable, emmené par les autorités, est quelque chose que peu de gens auraient cru possible s'ils ne l'avaient pas vu de leurs propres yeux. À l'intérieur du restaurant, l'ambiance est tendue.
Les clients et les employés regardent en silence tandis que les agents s'approchent de Jean-Luc. L'entrepreneur, qui se croyait jusque-là au-dessus de toutes les lois, ressent le poids des menottes de métal froid qui enserrent ses poignets. Le cliquetis des menottes semble sceller le destin d'un homme qui a bâti un empire sur la corruption, l'abus et la manipulation. « Jean-Luc Moreau, vous êtes en état d'arrestation !» dit l'un des agents, d'une voix ferme et sans équivoque. « Vous serez enquêté pour corruption, fraude, abus de pouvoir et autres activités illégales. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. » Les mots, chargés d'une autorité que Jean-Luc ne peut plus défier, résonnent dans la salle. Il tente de garder sa contenance, mais son effort est pathétique. L'homme qui était autrefois un titan des affaires paraît maintenant petit, une ombre de son ancien moi. Le poids de ses actions l'a finalement rattrapé, et il n'a plus nulle part où fuir. Alors qu'il est emmené hors du restaurant, Jean-Luc jette un regard désespéré autour de lui, cherchant un soutien, une amie qui lui tendrait la main. Mais ce qu'il rencontre, c'est de l'indifférence et de la réprobation. Amis de longue date, partenaires d'affaires, tous commencent à s'éloigner, réalisant que soutenir Jean-Luc maintenant serait un fardeau insoutenable. Dehors, la foule s'agite à mesure que Jean-Luc est escorté jusqu'à la voiture de police. Les flashs des caméras ne cessent de crépiter, capturant ce moment qui fera la une de tous les journaux, la chute d'un empire. Alors qu'il est placé dans la voiture de police, les journalistes hurlent des questions, mais Jean-Luc, désormais dépouillé de son pouvoir, reste silencieux. Il sait que ses paroles n'ont plus le poids d'autrefois. À l'intérieur de l'hôtel, les employés, qui l'ont toujours servi avec obéissance, regardent en silence. Certains ressentent un étrange soulagement, comme si un lourd fardeau était retiré de leur vie. D'autres, encore sous le choc, ont du mal à croire que l'homme qu'ils craignaient et respectaient tant a finalement été renversé. Sophie, qui observe la scène à distance, ressent un mélange d'émotions. Elle avait attendu ce moment, mais la réalité de le voir se réaliser est plus écrasante qu'elle ne l'aurait imaginé. Jean-Luc Moreau, l'homme qui se croyait intouchable, est en train de tomber, mais avec cette chute vient aussi la responsabilité de faire face à un avenir incertain, où les conséquences de ses actions pourraient être raisonnées de manière inattendue. À mesure que la voiture de police S éloigne, emmenant Jean-Luc pour affronter la justice, les nouvelles se répandent rapidement. Les actions de ces entreprises commencent à plonger, et ses alliés, craignant les répercussions, se hâtent de couper les liens. Jean-Luc, qui s'était toujours entouré de pouvoir et d'influence, se retrouve maintenant complètement isolé. Au Grand Étoile, le silence persiste. La figure qui dominait autrefois cet espace avec tant d'arrogance a été réduite à un souvenir amer. Et alors que l'hôtel reprend lentement sa routine, tout le monde sait que quelque chose a changé à jamais. La chute de Jean-Luc Moreau sera rappelée comme le jour où un empire corrompu a commencé à s'effondrer. Le Grand Étoile commence à se remettre de la tempête qui a ébranlé ses fondations. Avec Jean-Luc Moreau emmené en détention, l'hôtel, autrefois symbole d'opulence et de pouvoir, porte désormais le poids d'une nouvelle réalité. La chute de Jean-Luc a révélé des vérités que beaucoup préféraient ignorer, mais elle a également montré le pouvoir transformateur du courage et de l'intégrité. Sophie Dupont, la femme de ménage qui a osé défier l'un des hommes les plus puissants de Paris, se retrouve au centre d'une nouvelle attention. Pour quelqu'un qui a toujours travaillé dans l'ombre, loin des regards, le changement est bouleversant. Mais, malgré toute l'agitation, Sophie garde la même simplicité et humilité qui l'ont toujours définie. Le lendemain de l'arrestation de Jean-Luc, Sophie est convoquée au bureau de M. Armand Lemoine, le propriétaire de l'hôtel. Son cœur bat à toute allure, ne sachant pas à quoi s'attendre. En entrant, elle trouve Lemoine assis derrière son bureau. Son regard n'étant plus préoccupé, mais empreint d'une nouvelle admiration qu'il ne cherche même pas à dissimuler. « Sophie, s'il vous plaît, asseyez-vous », commence Lemoine, d'une voix douce mais ferme. Sophie obéit, gardant les mains posées sur ses genoux, attendant d'entendre ce qu'il a à dire. Monsieur Lemoine l'observe un moment, comme s'il cherchait les mots justes. « Sophie, ce que vous avez fait hier était extraordinaire. » En tous mes années dans l'hôtellerie, traitant avec des gens influents et puissants, j'ai rarement vu une démonstration aussi claire de courage et d'intégrité. Sophie, un peu déconcertée, baisse les yeux, essayant encore de s'habituer à l'idée d'être au centre de tant d'attention positive. « J'ai juste fait ce que je pensais être juste, monsieur Lemoine. Jean-Luc devait être arrêté, et j'avais les preuves pour le faire. » Lemoine sourit légèrement, impressionné par la simplicité de Sophie. « Et c'est exactement ce qui m'a fait réaliser que le Grand Étoile a besoin de personnes comme vous. Des gens qui n'ont pas peur de faire ce qui est juste, peu importe les conséquences.
Il se penche légèrement en avant, croisant les mains sur la table. « Sophie, je voudrais vous offrir un nouveau poste ici à l'hôtel. » Je crois que vous avez bien plus à offrir que de simplement garder cet endroit propre et organisé. Je veux que vous assumiez le rôle de responsable de l'accueil. Les paroles de Lemoine semblent irréelles pour Sophie. Elle cligne des yeux plusieurs fois, essayant de comprendre ce qu'elle vient d'entendre. « Responsable de l'accueil ?» répète-t-elle, sa voix presque un murmure. « Monsieur, je n'ai jamais pensé que je pourrais... Je ne sais pas si je suis prête pour quelque chose comme ça. » Lemoine sourit à nouveau, cette fois avec une expression de confiance. « Sophie, vous avez déjà prouvé que vous avez plus que ce qu'il faut pour ce poste. Il exige de l'intégrité, du discernement et, par-dessus tout, du courage pour gérer des situations difficiles. Vous possédez toutes ces qualités en abondance. De plus, bien sûr, nous vous fournirons la formation nécessaire pour que vous puissiez vous adapter à vos nouvelles responsabilités. » Pendant un moment, Sophie reste silencieuse, absorbant ce qui vient d'être dit. L'idée d'être promue à un poste aussi important est quelque chose qu'elle n'a jamais imaginé, mais, en même temps, elle ressent une chaleur de réalisation et de reconnaissance qu'elle ne peut ignorer. « J'accepte, monsieur », répond-elle finalement, sa voix ferme et décidée. « J'accepte la responsabilité et je ferai de mon mieux pour honorer cette confiance. » Lemoine se lève et tend la main à Sophie, qui se lève également et serre sa main. « Je sais que vous ferez un excellent travail, Sophie. Cet hôtel a besoin de plus de personnes comme vous et je suis sûre que votre promotion inspirera tous les autres employés. » La nouvelle de la promotion de Sophie se répand rapidement dans l'hôtel, apportant une nouvelle vague de morale parmi les employés. Beaucoup d'entre eux, qui ont toujours vu Sophie comme une collègue silencieuse, la regardent maintenant avec une admiration renouvelée. L'histoire de Sophie démontre que le courage et la justice peuvent vraiment prévaloir, même dans les environnements les plus oppressifs. Les Dubois, qui ont assisté à tout, sont profondément reconnaissants envers Sophie. Après l'incident, ils cherchent Sophie pour exprimer leur gratitude. « Nous n'avons pas de mots pour vous remercier de ce que vous avez fait pour nous, » dit Jacques, ému. « Vous avez défendu notre dignité et nous avez donné le courage de continuer. » Sophie, touchée par la sincérité des Dubois, se contente de sourire. « Vous n'avez pas besoin de remercier. Ce que j'ai fait est simplement ce que n'importe qui devrait faire. Tout le monde mérite d'être traité avec respect. » La petite Camille, tenant toujours la main de sa mère, regarde Sophie avec admiration. « Vous êtes comme une héroïne, Madame Sophie, » dit-elle, ses yeux brillants de joie. Sophie se penche pour être à la hauteur de Camille et caresse doucement sa joue. « Je ne suis pas une héroïne, ma chère. Juste une personne qui croit en la justice. Et ne laissez jamais personne vous dire que vous ne méritez pas d'être là où vous voulez. » À partir de ce jour-là, le Grand Étoile devient non seulement un hôtel de luxe, mais aussi un endroit où l'intégrité et le courage sont valorisés par-dessus tout. Et Sophie, maintenant dans son nouveau poste, continue d'être une source d'inspiration pour tous ceux qui croisent son chemin. Le Grand Étoile est enveloppé d'une nouvelle atmosphère, un mélange de renouveau et d'espoir qui semble toucher tous ceux qui franchissent ses portes. La récente chute de Jean-Luc Moreau et le courage de Sophie ont apporté un changement palpable à l'hôtel, qui cherche maintenant à réparer les dommages causés et à rétablir sa réputation non seulement comme un lieu de luxe, mais aussi comme un espace où le respect et la dignité sont non négociables. Monsieur Armand Lemoine, dans un geste d'excuse et de reconnaissance, décide que la famille Dubois mérite une réparation spéciale pour la souffrance qu'ils ont endurée. Il les invite personnellement à être ses invités d'honneur, leur offrant un séjour gratuit dans la meilleure suite de l'hôtel, un geste de bonne foi qu'il espère aidera à restaurer la confiance dans l'intégrité du Grand Étoile. Quand Jacques, Marie et la petite Camille reçoivent la nouvelle, ils sont incrédules. Pour une famille qui n'a jamais rêvé d'expérimenter le luxe d'un hôtel si grandiose, l'invitation est un cadeau inattendu, presque surréaliste. Émus par la gentillesse de Lemoine et le soutien qu'ils ont reçu de Sophie, ils acceptent l'offre, non seulement comme un prix, mais comme une chance de transformer l'expérience amère en un souvenir doux. Lorsqu'ils sont conduits à la suite la plus luxueuse de l'hôtel, les Dubois se retrouvent dans un monde de splendeur qu'ils n'ont jamais imaginé. La décoration élégante, les lits avec draps de soie et la vue panoramique de Paris font de chaque détail de la suite un rêve. Camille, qui a commencé cette nuit en larmes et humiliation, ne peut maintenant pas contenir son sourire. Elle court dans la suite, explorant chaque recoin, tandis que ses parents observent, émus, la joie de leur fille. « C'est difficile de croire que nous sommes ici », murmure Marie, tenant la main de Jacques alors qu'il regarde par la fenêtre,
observant les lumières de la tour Eiffel briller au loin. Après tout ce que nous avons traversé, cela ressemble à un miracle. C'est un rappel que le bien existe encore, répond Jacques, sa voix pleine d'émotion. Sophie nous l'a montré, et maintenant, nous partons d'ici avec un souvenir que nous n'oublierons jamais. Pendant le séjour, la famille Dubois est traitée avec la plus grande attention. Les employés de l'hôtel, inspirés par la promotion de Sophie et les événements récents, s'efforcent de garantir que chaque moment soit parfait. Camille, en particulier, est gratifiée de petites surprises, un gâteau décoré en l'honneur de son anniversaire, des jouets et des livres laissés soigneusement dans sa chambre, et même une visite spéciale à la cuisine de l'hôtel, où le chef lui apprend à faire ses friandises préférées. Le dernier jour de leur séjour, alors qu'ils préparent leurs valises pour partir, il y a un mélange de sentiments dans l'air. La gratitude, le bonheur et un profond sentiment de justice remplissent le cœur des Dubois. Ce qui a commencé comme une nuit de cauchemar s'est transformé en une expérience de dépassement et de valorisation. Ils ont appris que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours la possibilité de rédemption et que la dignité, une fois perdue, peut être restaurée par la force de la vérité. En descendant dans le hall, prête à dire au revoir, ils trouvent Sophie qui les attend. Maintenant, dans son nouvel uniforme de responsable de l'accueil, elle dégage une confiance sereine qui reflète le parcours qu'ils ont tous traversé. « J'espère que vous avez passé un agréable séjour », dit Sophie avec un sourire chaleureux. Camille court vers elle, l'embrassant de toute la force que ses petits bras peuvent rassembler. « Oh merci, Madame Sophie, pour tout », murmure-t-elle, sa voix chargée de gratitude innocente. Marie et Jacques s'approchent, et Marie prend les mains de Sophie. « Vous n'avez pas seulement sauvé notre soirée, Sophie. Vous nous avez donné une leçon de courage et de dignité que nous n'oublierons jamais. »« Ce fut un plaisir de vous rencontrer, » répond Sophie, ressentant une vague de chaleur en voyant à quel point cette simple famille avait touché son cœur. « Vous méritez tout cela et bien plus encore. » Monsieur le moine se joint au groupe, un sourire de satisfaction en voyant le bonheur sur les visages des Dubois. « Sachez que le Grand Étoile vous sera toujours ouvert. Aujourd'hui, vous n'êtes plus seulement des clients, mais des amis. » Les yeux remplis de larmes, les Dubois remercient une dernière fois avant de franchir les portes de l'hôtel, sortant dans les rues de Paris le cœur léger. Ils partent non seulement avec des souvenirs d'un séjour luxueux, mais avec la certitude que la dignité, le respect et la bonté humaine ont prévalu sur la cruauté et l'injustice. En observant la famillesse éloignée, Sophie et le moine sentent que, d'une certaine manière, l'hôtel a aussi changé. Le Grand Étoile n'est plus seulement un symbole de luxe, c'est maintenant un lieu où la vérité et la justice ont trouvé un foyer, où le courage d'une personne ordinaire a pu changer le destin de beaucoup. Alors que le Grand Étoile et ses habitants expérimentent une renaissance d'espoir et de justice, Jean-Luc Moreau fait face à la chute inexorable de sa forteresse autrefois impénétrable de pouvoir et d'influence. Les conséquences de ses actes commencent à se dérouler rapidement, et l'homme qui croyait être intouchable se retrouve maintenant entouré par un monde qu'il a lui-même contribué à corrompre. La première vague de destruction vient sous forme d'ordonnances judiciaires. Les autorités, avec des preuves solides en main grâce au courage de Sophie, gèlent tous les biens de Jean-Luc. Ses comptes bancaires, propriétés et investissements sont bloqués, le laissant sans accès à l'empire financier qu'il avait construit au fil des ans. Privé des ressources qu'il utilisait toujours pour manipuler et contrôler, Jean-Luc se trouve à la merci d'un système qu'il méprisait autrefois. Les nouvelles de ses activités illégales continuent de se répandre comme une traînée de poudre, non seulement à Paris, mais dans tout le pays. Les journalistes disséquent sa vie, exposant chaque détail sordide de ses actions. Pots de vin, fraude, abus de pouvoir. Les gros titres sont impitoyables. Et l'image publique de Jean-Luc, autrefois associée au succès et à la sophistication, est désormais irrémédiablement ternie par le scandale. Alors que le jugement public se déroule dans les médias et les cercles sociaux, les entreprises de Jean-Luc commencent à s'effondrer. La confiance des investisseurs disparaît, les actions plongent, et les partenaires commerciaux, qui se battaient autrefois pour son attention, fuient maintenant pour se distancer. L'effondrement est rapide et implacable, laissant Jean-Luc sans l'empire qu'il croyait invincible. Seul dans son manoir luxueux mais désormais vide, Jean-Luc fait face à la dure réalité de son nouveau monde. Le téléphone, qui sonnait sans cesse avec des appels d'alliés et de flagorneurs, reste maintenant silencieux. Les amis, qui étaient toujours autour de lui lors de fêtes et d'événements, ont disparu. Jean-Luc, qui a toujours cru que l'argent et le pouvoir pouvaient acheter la loyauté et l'amitié, réalise enfin à quel point cette croyance était fragile et illusoire.
Il réfléchit à ses choix, se remémorant les moments où il aurait pu agir différemment. Les humiliations qu'il a infligées, les vies qu'il a ruinées, les mensonges qu'il a racontés pour maintenir sa position, tout revient le hanter. Mais à mesure que ses réflexions deviennent plus intenses, Jean-Luc réalise qu'il est trop tard pour réparer les dommages qu'il a causés. Le poids de son propre orgueil commence à l'enfoncer dans une spirale de désespoir. Jean-Luc, qui considérait toujours la compassion et l'humilité comme des faiblesses, se trouve maintenant en train de désirer une seconde chance, une opportunité de se racheter. Mais il sait que cette chance ne viendra pas. Le monde qu'il a construit pour lui-même est un monde d'isolement, un reflet de ses propres choix égoïstes. Chaque jour qui passe, Jean-Luc devient une ombre de l'homme qui dominait autrefois la scène parisienne. Les rares personnes qui tentent encore de le contacter le font uniquement pour exiger des réponses ou des réparations. Lui, qui croyait pouvoir tout contrôler et tout le monde autour de lui, est maintenant contrôlé par le jugement impitoyable de la société. Assis dans son bureau, Jean-Luc regarde les murs ornés de diplômes, de prix et de photos d'un passé glorieux qui semble maintenant appartenir à une autre vie. Il se rend compte que, malgré tout le pouvoir et la richesse qu'il a accumulé, il a perdu tout ce qui comptait vraiment. Le respect, la loyauté sincère et, surtout, la dignité. Jean-Luc pense à Sophie, la femme qu'il méprisait comme une simple femme de ménage, mais qui s'est révélée infiniment plus forte et moralement supérieure à lui. Il réalise qu'elle a été le catalyseur de sa chute et, ironiquement, la seule à avoir eu le courage d'exposer ses failles. Au lieu de ressentiment, Jean-Luc éprouve une amertume résignée. Il sait que Sophie a fait ce qui était juste, quelque chose qu'il n'a jamais eu le courage de faire. Maintenant, Jean-Luc Moreau n'est plus qu'un homme brisé, pris dans les conséquences de ses propres actions. La fortune qu'il avait construite avec tant de cupidité et de ruse s'est désintégrée, et il ne reste que le vide d'une vie gaspillée à la poursuite du pouvoir sans en considérer le prix. Dans le silence oppressant de son manoir, Jean-Luc comprend enfin que la véritable valeur de la vie réside dans les choix que nous faisons et dans le respect que nous gagnons des autres. Mais il sait aussi que, pour lui, cette réalisation est arrivée trop tard. Il est seul, sans amour, sans respect et sans l'empire qu'il croyait éternel. L'histoire qui a commencé avec le froid éclat de l'arrogance et du pouvoir se termine avec la douce lumière de la justice et de la dignité. La transformation survenue aux grandes étoiles et dans la vie de ceux qui ont croisé son chemin est profonde et durable, créant un héritage qui s'étend bien au-delà des murs de l'hôtel. Sophie Dupont, maintenant dans sa nouvelle position de directrice de l'hospitalité, continue d'être une force de changement positif. Avec sa posture ferme mais toujours compatissante, elle s'assure que le Grand Étoile devienne un lieu où tous sont traités avec respect et égalité, quelle que soit leur origine ou leur statut. Elle établit de nouvelles politiques qui renforcent ses valeurs, encourageant l'équipe à suivre son exemple et créant un environnement qui valorise l'intégrité avant tout. Sophie ne se contente pas de gérer l'hôtel, elle inspire tous ceux qui l'entourent. Les employés, autrefois invisibles et sous-estimés, sentent maintenant qu'ils ont une voix et de la valeur. Sophie les encourage à défendre leurs droits et à ne pas tolérer les injustices, si minimes soient-elles. Chaque jour, elle démontre que le véritable leadership ne vient pas du pouvoir ou de l'argent, mais de la capacité à écouter, comprendre et agir avec justice. Les clients qui fréquentent le Grand Étoile ressentent également le changement. L'hôtel, qui symbolisait autrefois, élite inaccessible, est désormais connu pour son atmosphère accueillante et inclusive. Les expériences douloureuses des Dubois ont servi de catalyseur à cette transformation, et Sophie veille à ce que personne ne subisse ce qu'ils ont enduré. Quant à la famille Dubois, ils quittent Paris le cœur léger et plein de gratitude. Leur expérience au Grand Étoile les a marqués à jamais, mais pas de manière négative. Ils ont compris que la véritable richesse ne réside pas dans l'argent ou le luxe, mais dans la dignité et le respect que l'on porte en soi, peu importe où l'on se trouve. Camille, désormais avec une nouvelle lueur dans les yeux, emporte avec elle les leçons de courage et de justice auxquelles elle a assisté. Elle rêve de grandir pour devenir quelqu'un comme Sophie, une femme qui a fait la différence avec des gestes simples, mais puissants. Pendant ce temps, Jean-Luc Moreau, l'homme qui se croyait au-dessus de tout, disparaît peu à peu dans l'oubli. Sans le pouvoir, l'argent et les alliés qui autrefois soutenaient son image, il devient un exemple de ce qui se passe lorsque l'arrogance et la corruption sont enfin confrontées. Son histoire sert de mise en garde à ceux qui pensent encore pouvoir manipuler et soumettre les autres impunément. Jean-Luc n'est plus rappelé avec révérence, mais comme une figure tragique, dont le destin a été scellé par sa propre cupidité. Le Grand Étoile fleurit dans une nouvelle ère,
marquée par la justice et la dignité que Sophie a instaurée. L'histoire de Sophie, des Dubois et de Jean-Luc se répand dans la ville, inspirant d'autres à affronter la corruption et l'injustice, quels que soient les adversaires. Le courage de Sophie démontre que même une seule personne, agissant avec intégrité, peut provoquer des vagues de changements qui touchent des vies et transforment des institutions. Avec le temps, le legs de Sophie se solidifie, non pas comme un monument physique, mais comme un ensemble de valeurs qui imprègnent le Grand Étoile et au-delà. L'hôtel, désormais un symbole de équité et de respect, devient un exemple à suivre pour d'autres établissements qui cherchent à reproduire le succès atteint grâce à la justice et à la dignité. Et ainsi, l'histoire arrive à sa fin. Non pas avec l'éclat éphémère du luxe, mais avec la lumière durable de l'intégrité et du respect humain. Sophie, les Dubois et même le Grand Étoile émergent comme des symboles que, quelles que soient les épreuves, la justice et la dignité sont des valeurs qui doivent toujours prévaloir.